Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 2 mai 2025, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui, et la minute DeFi risque d'être très longue d'ailleurs, parce que j'ai trouvé pas mal d'actu, un petit peu de niche à mettre dans la minute DeFi. On commence par Metaplanet, qui fait comme MicroStrategy, qui accumule de plus en plus de Bitcoin, et ils ont émis 3,6 milliards de yens d'obligations. Donc les obligations en gros c'est des investisseurs qui vont prêter de l'argent à Metaplanet pour que Metaplanet en fasse ce qu'ils veulent. En l'occurrence ici, ils ont acheté du Bitcoin avec ces obligations, c'est de l'argent qu'ils doivent rembourser en octobre a priori. Là on le voit sur le screenshot, la date de rédemption c'est le 31 octobre 2025, donc je sais pas exactement comment ils comptent rembourser, je suppose que ça va être avec l'argent que génère l'entreprise, j'en sais rien, je travaille pas chez Metaplanet, mais en tout cas c'est une sorte d'effet de levier on va dire, émettre ces obligations, ça leur permet d'acheter maintenant tout de suite du Bitcoin, et ils sont comme stratégie en fait, ils parient sur le fait que Bitcoin ne va faire que de s'apprécier sur le long terme, donc autant en acheter dès que possible, et c'est pour ça qu'ils émettent ces obligations, pour avoir des liquidités maintenant tout de suite. À voir sur le long terme si c'est une bonne idée et tout, mais en tout cas ils continuent d'accumuler Metaplanet. Un petit mot rapide sur les ETF, parce que la dernière fois, j'avais passé en revue les chiffres autour des ETF Bitcoin, et j'avais dit que sur Ethereum, les derniers jours c'était pas terrible, donc je supposais en gros que les jours les plus récents n'étaient pas terribles non plus. Je m'étais pas trompé pour le coup, même sans regarder quotidiennement l'évolution autour des ETF sur Ethereum, on voit une grosse différence entre Bitcoin et Ether. Sur Bitcoin, on a eu des journées à quasiment 1 milliard d'entrées sur les ETF, là il y a eu 422 millions encore le 1er mai 2025. Sur Ethereum, sur tout le mois d'avril, je crois qu'il y a eu peut-être 300 millions grand max d'entrées sur les ETF. Il y a pas mal de journées aussi où il y a des sorties. Là, le 1er mai, il y a eu 6,5 millions d'entrées. Donc, les investisseurs, alors c'est pas que les institutionnels qui s'exposent aux ETF, mais en tout cas les ETF sont un peu boudés sur Ethereum comparé à Bitcoin. Voilà, Bitcoin s'est réapprécié un petit peu, il est repassé au-dessus des 90 000 $ instantanément. Il y a eu des achats du côté des ETF. C'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a pas que les petits investisseurs qui ont tendance à FOMO, comme on dit. On a Tether qui annonce un bénéfice de plus d'1 milliard de dollars au premier trimestre 2025. Pas étonnant puisque Tether ils ont une réserve une réserve de dollars, parce qu'ils émettent des stablecoins pour 1 dollar de collatéral, et une grosse partie de leur collatéral c'est des bons du trésor américain, ça génère du rendement, mais il y a globalement de plus en plus d'USDT en circulation. Comment ça se fait que du coup ces chiffres du premier trimestre 2025 soient plus bas que le premier trimestre 2024 ? Tether n'a pas que des bons du trésor américain, ils ont aussi pardonnez du peu, ils ont quelques milliards de dollars de Bitcoin, et forcément, si vous regardez le cours du Bitcoin sur le premier trimestre 2024 et sur le premier trimestre 2025, c'est pas la même, il s'est un peu plus apprécié au premier trimestre 2024, donc forcément ils ont fait plus de plus-value, plus de bénéfices, parce que oui, les profits non réalisés, ils comptent ça dans leurs bénéfices, Tether, en tout cas sur leur rapport ils le comptent. Bon, pourquoi pas. Du coup, c'est pour ça qu'en 2024, malgré qu'il y ait moins d'USDT en circulation, ils avaient généré plus de bénéfices. Ils ont aussi de l'or, ils ont plein de choses. Maintenant, ils s'exposent aussi à des mineurs de Bitcoin. Enfin, ils mettent de l'argent un petit peu partout, ils se diversifient. Et écoutez, quand on commence à peser aussi fort que Tether, il faut bien se diversifier, évidemment. On a la ville italienne de Fornelli qui dévoile à son tour une statue de Satoshi Nakamoto. Bon, c'est pas la première, il y a pas longtemps, il y en a une qui a été inaugurée à Tokyo, il y en a une au Salvador, et évidemment la première qui a été inaugurée à Lugano en Suisse. C'est marrant, ces petites statues, moi ça me fait penser un petit peu aux collectibles, aux trucs qu'on peut récupérer dans les jeux vidéo, dans les open world. Je sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, mais bon, typiquement si vous avez joué à des open world, souvent il y a des objets un petit peu cachés à récupérer comme ça, et je sais pas pourquoi ça m'y a fait penser de voir cette statue apparaître d'un coup à Tokyo, en Italie et tout. Je me demande combien va y en avoir au fil du temps, mais ouais, c'est assez marrant. C'est vraiment une news que j'avais envie de passer comme ça pour le plaisir, évidemment. Ça nous avance pas à grand chose. Tiens, on a Ripple aussi, en parlant de pas avancer, qui a proposé une offre pour acheter le stablecoin, pour acheter Circle. Donc ils ont tenté, a priori Ripple aurait offert de 4 à 5 milliards de dollars pour acheter Circle.
Sachant que Circle d'ailleurs veut entrer en bourse en ce moment, Circle aurait rejeté l'offre de Ripple parce que c'est trop bas, bon évidemment, Circle a moins que Tether, mais il génère quand même pas mal d'argent, il y a beaucoup d'USDC en circulation, donc ouais, ça aurait été étonnant qu'ils qu'ils se vendent comme ça à Ripple, et d'ailleurs bah, Ripple ils sont déjà en train de concurrencer un petit peu Circle et compagnie, ils ont leur stablecoin, je crois que j'en ai parlé dans un récent DeFi Actu, leur stablecoin est listé sur AAV, sur Curve et compagnie, il y a de la DeFi autour de ce stablecoin, donc bon, un petit peu culotté d'avoir essayé d'avoir proposé une offre de rachat pour Circle, d'ailleurs c'est un peu la seule source que j'ai eue, DB, mais bon, en général il a quand même des bonnes sources. Aujourd'hui, pas de mauvaises nouvelles, j'ai pas vu de hack passer ou quoi que ce soit ces derniers jours, donc on enchaîne direct avec les levées de fonds. Il y a que 2 projets qui ont levé des fonds et que j'ai trouvé intéressants ces derniers jours. C'est pas toutes les levées de fonds qu'il y a eu, mais c'est celles que j'ai trouvé plus ou moins pertinentes ou sur lesquelles j'avais un commentaire à faire. On commence par Rover Network. Alors, le rapport avec la crypto, je pense que c'est uniquement parce que c'est sur la narrative d'Epine et éventuellement aussi parce qu'on a IoTX dans les investisseurs et IoTX bah c'est un token. Donc Rover Network, ce serait une plateforme de données 3D pour la robotique, la conduite autonome et l'intelligence artificielle spatiale, c'est écrit. Ok, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ils ont levé 2,6 millions de dollars, et on a aussi Zar.app, deuxième levée de fonds que j'ai mis de côté, ils ont levé 7 millions, et de ce que j'ai vu, c'est une sorte de portefeuille sur lequel on peut avoir du dollar, ça permet d'apporter un stablecoin, un wallet, dans les pays moins développés. C'est un petit peu sur ça qu'il se base, accélérer l'adoption des stablecoins pour le prochain milliard d'utilisateurs vivant dans les pays avec des monnaies instables. Je déteste ces formulations de l'adoption pour le prochain milliard de tel machin, tel truc, ça me rappelle Portalcoin et compagnie, ces conneries-là, je vois jamais ces formulations d'un bon oeil. En tout cas, dans les investisseurs, ils ont quand même du A16Z, du Van Eck, du Dragonfly, du Coinbase Ventures, que des gros noms à la table. C'est pas une énorme levée de fonds, mais au moins ils sont soutenus quand même par des gros acteurs. Bon, c'était un petit peu léger ces levées de fonds, on verra hein, s'il y en a plus d'ici le prochain DeFi Actu. Comme d'habitude, on enchaîne avec la Minute DeFi et elle va être quand même chargée, hein. J'ai pas mal de trucs, donc on perd pas de temps. On commence par Layer 0 en partenariat avec EnsoBuild qui permet de migrer des positions en LP sur Uniswap de n'importe quelle blockchain vers Unichain. Uniswap a lancé leur Layer 2 d'Ethereum, ils ont lancé Unichain pour faire une sorte de hub de la liquidité, pour optimiser, enfin je sais même pas si optimiser c'est le bon mot, mais vraiment pour cette idée de faire un hub où ils concentrent toutes les liquidités, et bah ça va dans le sens de cette narrative, de essayer d'avoir un outil qui permet de migrer des positions en LP d'Arbitrum vers Unichain, etc. J'ai pas testé l'outil évidemment, mais assez intéressant comme outil, et bah, ça va dans le sens de vouloir pousser un petit peu ce hub de liquidité qui est Unichain. Il y a récemment eu des incentives aussi sur les pools de liquidité, et c'est encore d'actualité sur Unichain, mais bon, c'est des pools concentrés, moi c'est pas trop mon truc perso, mais intéressant quand même de voir cette fonctionnalité. On a un nouveau collatéral un peu dégène sur AAV, ça m'a étonné de voir ça. Sur Pendle, on a les principal tokens. Mon tutoriel arrive bientôt sur Pendle, ne vous en faites pas si vous maîtrisez pas le protocole, mais les principal tokens, en fait, c'est le truc le plus simple de Pendle. Globalement, c'est quand on a un principal token sur un stablecoin, c'est un petit peu comme si on achetait un stablecoin arabé et qu'à la date de maturation, il arrivait à 1$. On va vraiment synthétiser rapidement pour le DeFi Actu. Donc c'est pas le collatéral le plus dégène hein, qu'on peut retrouver sur la DeFi, mais quand même, ça va utiliser un autre protocole et compagnie. Sur Dolomite, ce genre de protocole de prêt d'emprunt un peu plus spécialisé, un peu plus dégène, c'est pas étonnant de voir ce type de collatéral, mais là, c'est du côté d'AAV. Sur AAV, il y a le principal token EUSDE qui a été listé. Alors le problème qu'il y a autour de ces principal tokens, c'est qu'ils ont une date de maturation. Celui-là, il mature vers le 20 mai ou fin mai, je sais plus trop, donc vraiment dans pas longtemps. Ça veut dire que d'ici un mois, hein, globalement, il aura plus d'utilité, il aura plus d'intérêt comme collatéral. Alors ce sera toujours échangeable en 1 pour 1, mais c'est juste que l'intérêt d'en détenir aujourd'hui, avant la date de maturation, c'est que ça génère du rendement. Après la date de maturation, ça va pas générer de rendement, donc c'est un petit peu débile d'en détenir
après. Je suppose qu'ils vont passer ça dans les marchés sur lesquels on peut plus faire d'emprunt ou je ne sais quoi, mais ça a été ultra populaire. En seulement 2 jours, il y a 210 millions de dollars de ce collatéral qui a été déposé sur AAV. C'est sur la version Ethereum, évidemment. Oups, j'ai appuyé sur mon clavier. Donc, complètement fou. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, ce genre d'ajout sur AAV. Donc, il y a vraiment de la demande, en tout cas, même si c'est que quelques baleines. En termes de dollars, il y a de la demande de 2 baleines au moins qui veulent déposer ce genre de collatéraux. Et à quoi ça sert de déposer ça sur AAV? Eh ben, ce collatéral, c'est essentiellement du stablecoin, enfin c'est même du stablecoin tout court. Si je le dépose, quand je suis exposé au principal token, j'ai genre 8% d'intérêt, 10%, on s'en fout, on n'est pas là pour voir le rendement exact, mais sur AAV, on peut emprunter des stablecoins. Admettons de l'USDE à, allez, on l'emprunte à 4-5% d'intérêt annualisé, eh ben on l'emprunte, on le convertit dans ce principal token. Vous voyez un petit peu l'intérêt de la manœuvre. Voilà, le but c'est de pouvoir faire un effet de levier sur ces principal tokens, sur le yield que ça génère. Ça marche très bien hein, sur Dolomite et compagnie, il y a plein de gens qui font ça depuis des mois et des mois, même des années déjà, mais c'est une première sur AAV et je pense qu'on va en entendre parler, c'est évident. Bon, j'ai pris un petit peu de temps sur cette news, désolé, mais il fallait quand même poser les bases de 2-3 trucs pour en parler correctement. D'ailleurs, ce fameux EUSDE, vous reconnaissez probablement l'USDE dedans, c'est le stablecoin d'Ethena. Le petit E devant, en fait, c'est par rapport au Vault sur Ethereal. Ethereal, c'est un DEX qui est pas encore lancé, c'est en phase de pré-dépôt, et on peut déposer des USDE sur le Vault d'Ethereal, donc ça devient des EUSDE. Globalement, c'est des stablecoins qui génèrent des points, hein, c'est juste ça, et il y a déjà 1 milliard de pré-déposés sur Ethereal, donc ça marche aussi plutôt bien de ce côté-là. Évidemment, hein, c'est beaucoup d'institutionnels, de baleines, évidemment, toujours les mêmes. C'est pas du Solv et compagnie, évidemment. Enfin, ça m'étonnerait que ce soit les mêmes baleines, mais voilà. Toujours des baleines de stablecoin, parce que ils ont atteint 1 milliard d'USDE déposés, mais ils disent que leur communauté, c'est 25 000 dépositaires. Ça veut dire qu'en moyenne, 1 milliard divisé par 25 000, ça veut dire qu'en moyenne, un dépositaire a 40 000 dollars de déposés quand même sur ce vol de pré-dépôt. C'est même pas quelque chose d'encore concret, c'est quelque chose qui génère juste des points. Je trouve ça fou. Donc oui, forcément, il y a des baleines qui ont des millions de dollars, ça fait monter la moyenne globale de dépôt de tout le monde, mais quand même, je trouve ça complètement fou. On a toujours sur Pendle l'USDO de OpenEdon qui qui bénéficie de Pendle. Pendle, en fait, c'est un petit peu un accélérateur de petits stablecoins, je trouve. Il y en a beaucoup qui se lancent sur Pendle avec des marchés et tout. C'est super pour tout le monde, hein. Ça permet de farmer des points, ça permet de farmer du yield. Il y a souvent des trucs sympathiques à faire, et actuellement, 72% de l'offre de ce stablecoin de l'USDO est sur Pendle. C'est pour vous montrer à quel point ça marche bien et à quel point ça permet à des projets de se lancer Pendle. 72% c'est quand même pas mal. Je crois que j'avais vu passer le pourcentage qui était déposé sur Pendle il y a quelques jours, c'était encore dans les 60%, donc ça continue d'augmenter. En fait, il y a pas mal de gens qui vont s'exposer à ce stablecoin uniquement pour aller chercher du yield ou des points sur Pendle. C'est cool d'un côté parce que ça pousse l'adoption, mais c'est quand même une adoption mercenaire. Je vais pas me le cacher, hein. Moi c'est ce que je fais sur la DeFi, je vais souvent chercher les trucs sympathiques à faire, et je suis pas du genre à être fidèle sur les protocoles de DeFi. C'est comme ça, c'est la vie. À voir ensuite comment le projet gère derrière, s'ils arrivent à retenir leurs utilisateurs, mais Pendle ça marche très bien en ce moment pour des projets qui veulent se lancer. On a Resolve Labs qui est disponible maintenant sur la Binance Smart Chain, c'est ceux qui émettent l'USR, et tant que je parle un petit peu de Pendle, ils ont lancé une pool de liquidité, enfin un marché plutôt sur Pendle, ça mature le 27 novembre, le rendement est pas folichon honnêtement, donc bon, ça m'intéresse pas plus que ça, mais voilà, pour ceux qui farment à fond Resolve, qui voudraient voir un petit peu ce qu'il y a à faire du côté de Pendle, hein, ceux qui veulent farmer les points, le yield des compagnies, vous avez une nouvelle pool pour vous amuser autour de tout ça. Un petit mot sur Berachain. Évidemment, Berachain, j'en parle assez souvent. D'ailleurs, les déblocages de Boyco, c'est le 6 mai, c'est dans 4 jours. J'ai hâte de récupérer mes liquidités qui sont bloquées. Oui, c'est des tokens liquides dans certains cas, donc des sortes de tokens de liquid staking.
Donc oui, c'est échangeable sur le marché secondaire, mais il y a un écart de fou furieux, ça vaut pas le coup en fait. Si je veux sortir tout de suite mes positions, j'ai pas d'intérêt, autant que j'attende quelques jours et que je récupère l'entièreté de ce que j'ai déposé. Bref, sur Berachain, on a un stablecoin qui s'appelle le ONI, et depuis à peu près le début du mois d'avril, même si en réalité c'est déjà quelques jours avant, fin mars, mais bon, on va dire depuis début avril, la supply, la quantité de tokens ONI en circulation ne fait que descendre. Voilà, c'est passé de 600 millions à 200 millions à peu près, et ça c'est simple. Il n'y a plus grand chose d'intéressant à faire avec des stablecoins, donc bah, les gens ils se cassent, tout simplement, ils se cassent de Berachain. Il y a encore une grosse TVL sur Berachain, mais je viens de vous le dire, c'est Boyco, c'est les liquidités qui sont bloquées. Ça arrive le 6 mai ce déblocage. Je peux vous le parier, hein, mais la TVL de Berachain, elle va faire poup dès le 6 mai. C'est évident. Je vois pas qui a envie de rester sur cet écosystème. Il y avait encore le doute, il y a un mois ou deux, quand Berachain venait de se lancer, et en plus au début ça a quand même connu une belle croissance. La DeFi était très intéressante sur Berachain au début, hein, j'ai été farmé là-bas. Mais ouais, c'était trop mercenaire et je trouve qu'ils ont pas réussi à évoluer comme il faut. C'était vraiment une blockchain qui a été faite pour, je sais pas, surfer une hype très temporaire et bah, malheureusement, je vois pas le truc en fait tenir dans le temps. Je vois pas ce qui pourrait retenir les utilisateurs. Honnêtement, c'est un petit peu le garde de la nerf la DeFi. Les incentives, c'est c'est ça. La DeFi, c'est un petit peu une sorte de terrain d'entraînement de comment on crée des bonnes incentives, comment on attire les gens sur un produit. En tout cas, j'ai la sensation que ça sert beaucoup à ça la DeFi. Et l'approche de Berachain était peut-être un petit peu trop agressive au début. Ensuite, pour changer un petit peu de sujet, on a Vest Exchange, c'est mon nouveau protocole du moment, en tout cas pour ce qui est des perpétuels. Voilà, tout le monde est à fond sur Hyperliquid et compagnie. Je dis pas, hein, j'ai encore des positions sur Hyperliquid, j'aime bien l'exchange, mais je trouve que les gens en font beaucoup trop sur Hyperliquid. Enfin, ça y est, on dirait qu'ils ont réinventé la roue, ils ont inventé l'eau en poudre, je ne sais quoi, c'est complètement fou. C'est sympathique, le produit marche bien, etc. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a eu 2 attaques sur Hyperliquid, même s'il y en a une qui a pas eu trop de conséquences. Voilà, hein, je préfère poser ça là, c'est pas infaillible, hein. Et Vest Exchange, dont je parle, c'est pareil, ils ont pas eu, à ma connaissance, ils ont pas eu d'attaque pour l'instant. Mais ça pourrait très bien leur arriver. Surtout que, ils mettent en avant le fait que il n'y a pas de limite sur les open interest, chose qui est d'actualité, hein. Sur Hyperliquid, il y a des limites sur les open interest. Donc les open interest, c'est la quantité de positions qui peuvent être ouvertes sur un token. Alors il nous parle aussi de liquidité profonde et garantie. Bon, déjà la formulation en français c'est très rigolo. Je pense qu'ils peuvent moins se permettre quand même qu'Hyperliquid sur le coup. Mais ce qui est intéressant sur Vest Exchange, parce que là désolé je tourne un peu autour du pot, pourquoi j'en parle ? Ils ont listé le trading de la dominance. Je trouve ça complètement fou. Hyperliquid, ils s'entêtent à mettre un petit peu, enfin, à développer leur écosystème, leur blockchain et compagnie, ce qui est pas bête, hein, dans le sens où, ça permet de proposer plus qu'un simple protocole de perpétuel. Mais sur le protocole de perpétuel en lui-même, honnêtement, si vous utilisez Hyperliquid depuis longtemps, il y a quoi de nouveau, à part une saison 2 qui va bientôt arriver, et juste des listings de temps en temps? Dites-moi ce qui évolue réellement du côté des perpétuels sur Hyperliquid. Je trouve que le produit, il est arrivé un petit peu, je sais pas si maturation c'est le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire, il a moins de manœuvres d'évolution que un projet qui se lancerait récemment. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Vest, ils viennent d'ajouter quelque chose qu'on n'a pas sur Hyperliquid, et qui est pas commun, hein, qu'on retrouve pas souvent, je sais même pas si on le retrouve sur des plateformes centralisées. Donc on peut trader la dominance de Bitcoin, la dominance des stablecoins, ça je trouve que c'est très intéressant, surtout si on part dans un bear market, et la dominance des autres. Donc Other, c'est un index, je crois que c'est le top 125 sans les stablecoins, sans Bitcoin et sans Ether. Vous me corrigerez en commentaire, hein, si je dis des conneries, mais je trouve ça très intéressant de pouvoir trader ces index, ouais, on peut appeler ça comme ça. Surtout que, pour ceux qui farmeraient l'airdrop de Vest, on peut faire du levier un petit peu élevé. Donc ceux qui veulent juste utiliser Vest pour farmer des points et compagnie, je dis ça, je dis rien, ça peut peut-être être intéressant. Moi, vous le savez, farmer les points, c'est pas mon truc, donc
pour choper une exposition particulière hein, sur la dominance de Bitcoin par exemple, ça peut être intéressant. En plus de ça, ils ont aussi listé une dizaine de tokens autour de la narrative, des tokens d'intelligence artificielle, voilà, c'est revenu à la hausse ces derniers jours. Il y a un nouveau un petit peu de hype sur Virtual et i16z et compagnie, je sais pas exactement d'où ça sort, mais ils profitent un petit peu de la hype, hein. S'il y a un petit billet à se faire, ils hésitent pas, évidemment c'est comme ça que les protocoles de Perpetual se font des thunes, ils essayent de surfer les hypes, parce que qui dit hype dit qu'il y a de la demande, donc dit qu'il va probablement y avoir du volume, et si les gens font du volume, ils payent des frais, voilà, hein, c'est comme ça que les protocoles de Perpetual, les exchanges, se font des thunes. On a Stargate Finance qui permet de bridger l'USDY d'Ondo Finance vers Solana maintenant. Je crois qu'il était déjà disponible hein, sur Solana, donc de ce côté-là c'est pas nouveau, mais maintenant on peut le bridger vers cet écosystème. Bon, c'est de plus en plus commun hein, d'avoir des stablecoins qu'on peut facilement bouger d'un écosystème à un autre. On a aussi l'USDE, ça c'est un peu plus étonnant, l'USDE d'Ethena qui est dispo maintenant sur la blockchain Ton. Il me semble que Ton ils veulent essayer un petit peu de développer la DeFi sur leur écosystème, je sais même pas si ça a été lancé depuis, c'est probable, hein, je pense que j'ai dû louper un train, mais ils étaient en partenariat avec Curve pour lancer un fork de Curve sur leur écosystème. Je vous avoue que je suis pas trop l'écosystème Ton de très près, donc ça se trouve c'est déjà lancé depuis quelques temps, et puis ce serait encore plus ironique que j'en ai parlé, que ça m'étonnerait même pas. Voilà, ça m'arrive d'oublier des fois des news. Un truc qu'on attendait pas du tout, et qui était pas... on s'en fout un peu, mais Corn, la blockchain Corn, est disponible sur Jumper. Voilà, s'il y a des fous parmi vous qui utilisent cet écosystème, j'ai un peu cru au début, je me suis dit, ah, un blast avec Bitcoin au centre de l'écosystème, ah, pourquoi pas, j'ai envie d'y croire, mais bon, malheureusement, l'airdrop était ridicule, l'écosystème, ça a pas pris, même les baleines, il y a toujours des baleines, hein, Solve et compagnie, qui viennent s'exposer à ce genre de blockchain, il y a des baleines qui sont venues au tout début de la DeFi sur Corn, et elles sont sorties genre un mois après, on peut le voir au niveau de la TVL, hein. Ça fait un trapèze, vous voyez, ça monte comme ça fait une phase un peu plate, et ça redescend, ça fait littéralement un trapèze, la TVL sur Corn. J'ai vu quand même que ils avaient lancé une sorte de fork de Morpho. Enfin, je crois que ça utilise le code de Morpho, mais pour l'utiliser, il faut aller sur l'interface DokuTrade, je sais plus exactement comment ça marche. Ils essayent quand même de lancer de la DeFi, il y a même des incentives sur leur écosystème, j'avoue que j'ai pas été jeter un œil de très près sur tout ça. Il y a peut-être 2-3 trucs sympathiques à faire sur cet écosystème, mais ouais, j'avoue que j'étais un petit peu déçu quand j'ai vu l'airdrop passer et compagnie. C'est même pas un truc que j'ai farmé en plus, mais rien que de l'avoir vu, ça m'a pas trop donné envie. Et dernière petite news pour cette minute DeFi qui, je crois que j'ai battu mon record. L'ancien record c'était 11 minutes, je crois que ça, je sais pas depuis combien de temps je parle de ces news, mais je crois que ça fait 15 minutes qu'elle dure cette minute DeFi. Il faut que j'arrête. Voilà, faut pas que j'arrête de parler non plus, sinon ça va être compliqué. Donc, le token de Bits Finance a été listé sur Binance Alpha, globalement maintenant c'est échangeable directement sur le wallet de Binance, et ça a eu un petit effet hein, sur le cours du token. Après c'est un token qui était vraiment très peu valorisé, hein. Là actuellement il a 10 millions de market cap, il a pris plus 50% par rapport à cette news. Donc bon, c'est pas un énorme token, mais il y a toujours ce délire de les tokens sur la DeFi, ils sont pas très liquides, blablabla, blablabla. Est-ce qu'on pourrait avoir un retour des pumps sur les listings Binance, et est-ce que cette fois-ci ce serait autour des listings sur leur wallet, sur Binance Alpha ou je ne sais quoi? On verra. Là j'ai vu le token Bits, c'est peut-être pas le seul qui a été listé récemment, mais hein, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui connaîtront le même sort. On verra bien. Ah oui, juste avant de passer au petit point airdrop, si vous êtes passé à côté de cette vidéo, j'ai fait une vidéo récemment sur Etherlink, il y a des trucs sympathiques à faire, bon pareil, hein, ils ont pas réinventé la roue, clairement pas eux de leur côté, mais bon, je trouve la campagne d'incentive sympathique, donc si vous êtes passé à côté, ben voilà, je vous fais un petit rappel, allez voir la vidéo que j'ai faite sur Etherlink, ou allez voir directement Etherlink, hein, vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos. Donc, cette fois-ci, on enchaîne avec le point airdrop, et on commence par Falcon Finance. J'en avais un peu parlé de ce stablecoin, c'est eux qui travaillent avec DWF Labs. Ils ont un stablecoin qui a un petit problème, c'est que pour le minter et compagnie, il faut faire un KYC, ça m'intéresse pas, mais on peut quand même s'y exposer sur la DeFi, aller farmer du yield et compagnie, donc je pense que, à mon avis, s'ils font un airdrop, va falloir passer par la case KYC. Mais bon, pour ceux que ça refroidit pas, ils ont lancé un système à points, voilà, hein, vous savez ce que ça veut dire, système à points égale airdrop qui devrait arriver.
Dans combien de temps, ça je ne sais pas. En parlant d'airdrop qui devrait arriver, Suiland saison 2, on a la date de fin. La saison 2 devrait se terminer sur le mois de mai. Alors je suppose que ça va être fin mai, peut-être pas le 31 mai, peut-être le 29 ou le 30 si on a de la chance, s'ils sont gentils. Mais voilà, si vous farmez encore du côté de Suiland, eh bien, il y aura bientôt des nouveaux tokens à réclamer. Est-ce qu'ils vont faire comme la saison 1 et faire une sorte de token d'option où soit on doit payer pour récupérer son airdrop, soit on doit attendre je sais pas combien de temps pour le récupérer? À voir, on verra bien. Ça passait plutôt dans la minute DeFi, mais comme ça parlait aussi de Suiland, j'ai voulu le caler ici en même temps. Suiland, dans leur écosystème, ils ont 3 protocoles maintenant. Ils ont un DEX, ils ont le protocole de lending évidemment, et ils ont un protocole de liquid staking. Et bien là, ils viennent de rendre leur protocole de liquid staking permissionless. Ça veut dire que n'importe qui a les compétences techniques peut créer un token de liquid staking sur Sui grâce à SpringSui. Voilà, bon, ce sera peut-être très marginal hein, les cas d'utilisation, mais je trouvais ça quand même intéressant pour le citer dans cette vidéo. On a un claim, saison 3 d'Ethena à réclamer pour ceux qui l'ont farmé. Tiens, bah typiquement, tout à l'heure, je vous ai parlé d'Ethereal avec le pré-dépôt sur l'USDE, de Pendle et compagnie. Bah, si vous avez farmé autour de tout ça, vous êtes peut-être éligible à l'airdrop saison 3 d'Ethena, hein, puisque bah, globalement tout ce que vous avez fait autour du stablecoin d'Ethena, ça vous donne des points. Voilà, allez voir si vous êtes éligible, si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description, et si j'oublie, bah mettez-moi un commentaire pour me demander le lien, comme ça je le rajouterai. Et juste avant de terminer, juste avant de passer au même du jour, ouais, c'est déjà fini hein, pour le point airdrop, mais je peux pas m'en empêcher évidemment, je l'ai précommandé, je l'attends avec impatience, elle arrive cet été. Il y a des news sur le SuiPlay, il y a eu le Sui Basecamp il y a pas longtemps, je sais même pas s'il est terminé d'ailleurs, c'est un événement autour de la blockchain Sui, un petit peu comme le Solana Breakpoint, c'était à Dubaï, et bah forcément, il y a eu des tests de la console, voilà, ils l'ont montré, on a des images aussi avec le CEO de Mysten Labs qui joue à la console, et j'ai vu ce screenshot, cette photo plutôt, de quelqu'un qui lançait Elden Ring. Alors c'est pas une vidéo, on voit pas à combien de FPS le jeu tourne, s'il est en ultra ou quoi que ce soit, j'ai pas trop d'attente par rapport à cette console, mais je suis de plus en plus hypé, et voir que petit à petit elle a l'air de tenir ses promesses, c'est une console a priori sur laquelle on pourra foutre Steam et jouer à tous ses jeux préférés. J'ai bien hâte de pouvoir la tester et de vous faire un petit compte rendu de tout ça. Et puis bon, hein, comme je l'ai dit, de temps en temps c'est quand même cool de pouvoir farmer sur la DeFi et d'en tirer 2-3 produits sympathiques. Bref, le web du jour, Boyko, je pouvais pas m'en empêcher. Vous êtes peut-être familier avec cette image. Là, c'est visuel, je vais quand même vous le décrire, mais c'est surtout visuel. Vous avez peut-être vu passer cette histoire sur Twitter. Il y a un pickpocket en Espagne qui a essayé de voler l'appareil photo d'un photographe chinois, et pas de chance, il maîtrisait les arts martiaux, lesquels, bon, ça vous me demandez pas, c'est pas écrit. Du coup, il s'est fait maîtriser, hein, voilà, et ça a donné plein de mèmes, c'était très rigolo, et moi j'ai fait le mien, avec cette image où on voit le gars se faire maîtriser, et, clairement, je sais pas ce qu'il voit le paradis, là, et moi j'ai mis la description, tu as déposé des liquidités sur Boyko en pensant faire un bon coup. Voilà, voilà, on est juste pris en otage maintenant, j'attends le 6 mai avec impatience. Et fun fact, autre fun fact en plus, c'est petit bonus, mais dans le post original autour de cette histoire, ce qui me fait marrer, c'est que le gars qui écrit le post, il dit que il a pris peur d'être volé quand il a étudié en France. Quand j'ai vu ça m'a quand même fait un petit peu rire, hein, que les gens aient peur, entre guillemets, prennent peur, surtout en allant étudier en France. Après, bon, c'est vrai que hein, si vous avez déjà pris le train à Paris ou quoi que ce soit, bon, hein, on connaît les pickpockets, c'est difficile de pas en croiser si on se balade une journée entière à Paris. Bref, j'espère que ce DeFi Actu vous a plu, même si je suis parti un petit peu dans tous les sens, un peu plus que d'habitude. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.